Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il faut dire que la Russie est aujourd'hui à la conquête du continent africain. L'Afrique est désormais la nouvelle ère d'influence de Moscou. On constate par exemple qu'aujourd'hui, la République centrafricaine qui par le passé était la chasse gardée de la France, est devenue la chasse croisée avec la présence militaire russe dans le pays. Parmi les 5 régions qui composent l'Afrique centrale est la région la plus riche en ressources naturelles. La France est traditionnellement présente sur le continent africain mais cette Afrique commence à lui échapper progressivement. Une situation qui suscite donc une bataille farouche entre la France et la Russie en vue du contrôle du golfe de Guinée. Mais quels sont les enjeux réels autour de cette bataille entre la Russie et la France? Suivons maintenant le décryptage de cette situation par nos analystes qui sont sur le plateau. Suivons. La bataille est en cours, elle est engagée dans le golfe de Guinée. C'est l'une des régions les plus riches dans le monde qui avait été caporalisée presque d'une manière totale par la France dans ce qu'on a appelé et qui n'existe plus désormais le précaré français, mais qui est cette Afrique francophone. Mais aujourd'hui, la Russie est entrée dans la danse des cartes qui se jouent dans cette zone du golfe de Guinée. Il est question au cours de cette édition, à partir des recherches, des investigations, de tout ce que le courrier diplomatique d'Afrique Média a fouillé, avec nos experts et toutes les observations qui sont faites aujourd'hui sur la place du monde et sur la place panafricaine, de voir ce qui se joue dans cette zone du golfe de Guinée et de comprendre si les Africains peuvent en tirer des leçons cette fois-ci pour pouvoir s'affranchir de ce qui s'appelle le carcan français ou la France-Afrique. Célestin Djamène, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hubert Etondi, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Merci de m'avoir accueilli encore une fois sur ce plateau d'Afrique Média qui est la chaîne, la vitrine panafricaine qui a envie d'apporter aux Africains, et je suis heureux d'être l'un des instruments, qui a envie d'apporter aux Africains, n'est-ce pas, ces sentiments d'éveil dont on a besoin pour tenter, en tout cas pour contribuer à l'effort de décollage de l'Afrique. L'Afrique qui doit naturellement retrouver son rang qu'il a toujours eu depuis le berceau de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, en passant par nos indépendances fictives. L'Afrique a besoin d'abord de se réarmer moralement. C'est ce à quoi nous tenons vraiment à contribuer et j'espère que vous le percevez derrière vos écrans comme nous. L'Afrique a besoin de vous, on a besoin de vous, on a besoin du panafricanisme qui est d'abord un humanisme pour prendre conscience que l'heure est venue pour le décollage définitif de l'Afrique. Et vous venez de citer là, Kwame Nkrumah, c'est un panafricaniste qu'il a été jusqu'aux ongles, jusque par-delà le sang, en principe. C'est ce qu'il faut dire. Il voyait le panafricanisme comme un humanisme, ou le nouvel humanisme. Padi Asanga, Luc Michel, Samuel Dionodo, Yumbi, ils sont avec nous. Dans le grand zoom, il y a aussi Fomo Ngota. Je vais d'abord vers Fomo Ngota. Fomo Ngota. Alors, bonsoir, cher monsieur. Bienvenue au mérite panafricain des chefs d'État de ce soir. J'ai bien envie de vous poser la question de savoir quel est le regard que vous portez sur ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui la grande bataille géopolitique, géostratégique à dimension mondiale qui s'engage désormais dans le golfe de Guinée. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, bonsoir à vous-même, M. Etondi, et bonsoir à d'autres panélistes qui sont M. Yombi et l'activiste qui est en place. Moi, je voudrais d'abord dire que nous sommes dans une période difficile pour l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que les épreuves de force entre les États se font. Et aucun pays ne vient pas pour faire de la pitié à l'autre. La France ne travaille pas pour l'Afrique. L'Afrique ne travaillait pas non plus pour la France. Mais nos dirigeants doivent comprendre que la sociologie qui nous présente actuellement est à la hauteur de l'exigence, de la capacité à orienter une Afrique forte demain. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus croire que quand il y a un président en France, il va être pour l'Afrique alors qu'il est élu par les Français pour manger l'Afrique. Alors si nous, on croit qu'il y a l'amitié entre les États, c'est faux. Nous sommes à une période difficile où la stratégie que le président Biya adopte en ce moment est une bonne stratégie que nous devons être à la hauteur de comprendre pour les enjeux du futur. Parce qu'il est en train de protéger le sous-sol.
Et il est menacé par cela. Et si nous-mêmes, en tant que leaders politiques, membres de la société civile et associations, on ne peut pas accompagner pour impulser une capacité à orienter des forces parce que nous sommes à une période des épreuves de force. Et les Africains doivent le comprendre. On ne lira jamais un président en France pour aimer l'Afrique. On ne lira jamais un président en Russie pour aimer l'Afrique. Ils sont là pour leur gâteau. Et nous, on est là pour protéger notre gâteau. Et pour protéger notre gâteau, nous devons avoir une sincérité à comprendre l'activité qu'il faut mener en tant que républicain, en tant qu'Africain, l'éveil de conscience à ramener l'Afrique centrale au même point d'égalité dans la pensée, dans l'orientation et dans la définition d'un futur prêt. Merci. Merci pour cette entrée. C'est justement pour cela, on vous connaît avec la dent très dure, mais c'est pour cela que je vous ai lancé d'entame pour cette édition et vous avez bien sorti que la période est difficile, délicate, elle demande de l'intelligence stratégique. Il n'y a pas de cadeau dans cette affaire. J'annonce aussi dans le grand zoom le patriarche Bilois ici. Depuis Yaoundé, j'annonce Luc Michel, Patrick Sapak qui vient de nous rejoindre ici. Patrick Sapak, bonsoir et bienvenue à cette édition. On va faire 2 jeux avec vous avant d'aller prendre Luc Michel de l'autre côté. Je rappelle que le patriarche Bilois ici ne sera pas avec nous ce soir. Donc on n'ira pas souvent dans le grand zoom en direction de Yaoundé. 2 enjeux avec vous. Le premier enjeu, c'est déjà camper cette région du Golfe de Guinée. Et le second, c'est qui apparaît comme le grand détonateur, et qui risque d'être d'ailleurs le grand détonateur, c'est la situation en RCA, notamment avec un joker français qui est là-bas, je vais vous laisser le nommer, un certain Georges de Anicet, Georges de Le Guélé, qui justement est poussé par la France, et la Russie n'entend pas se laisser faire dans cette affaire. Absolument, Hubert. Bonsoir à tout le panel, bonsoir à vous, bonsoir aux millions de téléspectateurs que nous avons dû quitter pour des raisons idéologiques très lourdes parce que nous devons être sur le terrain. Vous savez que le 25 décembre 2020, on va aboutir au 75e anniversaire. Et donc, à l'épilogue de l'escroquerie la plus cauchemardesque du siècle appelée la traite négrière, quel franc CFA. Donc, pour mettre la pression sur tous les chefs d'État, sur le précaré français, afin qu'ils puissent mettre justement un terme à cette énorme bêtise-là. Et donc, c'est pour ça que je suis fier de retrouver tout le monde sur cette plateforme tribunicienne. Alors, je vais aller directement dans la sollicitation que vous m'avez faite. Il faut déjà préciser que le Golfe de Guinée, selon toutes les statistiques combinées par ces bandits internationaux, c'est que nous avons là-bas 600 000 milliards de dollars de ressources pétrolières, 5 892 milliards de ressources gazières, 600 millions de tonnes de ressources halieutiques, c'est-à-dire de poissons, et qui part du sud de la Mauritanie jusqu'au départ de l'Angola. C'est l'épicentre qu'on a utilisé comme palliatif pour gérer le chantage du Moyen-Orient, parce qu'on rappelle à la conscience africaine que sous Ahmadinejad, quand nous étions en Iran, eh bien, il y avait la menace de la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transitent les 2 tiers de la production pétrolière mondiale, pour sevrer les États-Unis de la manne pétrolière qui devait arriver justement de la zone arabo-persique, à noter l'Iran, l'Irak, le Bahreïn, le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite et toutes ces zones-là. Ce pétrole-là passe par un petit détroit qui est le détroit d'Ormuz, mais qui est du côté maritime de l'Iran. Et donc, à cette époque-là, Ahmadinejad voulait fermer cette affaire-là. Et puis, la guerre qui se produit en Syrie, c'est parce qu'ils veulent utiliser Damas comme point stratégique pour contrôler justement l'Iran sur ces 2 postes de contrôle-là. D'abord, ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire ce détroit d'Ormuz qui menace d'être fermé, mais surtout que l'Iran continue d'enrichir son uranium dans la perspective de la fabrication des armes nucléaires. Ils ont la technologie et les Américains ne veulent surtout pas qu'ils utilisent cette technologie-là. Alors, voilà cambré le premier pilier de cette histoire du Golfe de Guinée. Alors, ils ont trouvé avec tout le potentiel que j'ai indiqué dans cette zone-là, que ça devait être le potentiel, le palliatif le plus idéal justement pour gérer le chantage du Moyen-Orient. Alors,
Quand on va donc s'étendre sur ce qui se passe entre la République centrafricaine et le Cameroun, il faut noter que le Cameroun, c'est le 3e potentiel économique d'Afrique et la RCA, c'en est le 6e. Alors, donc, tout part de la République centrafricaine parce que j'indique là, et je suis obligé de venir sur ce plateau-là pour indiquer exactement le danger qui est en train de courir au-dessus la tête de ces deux États. Donc, la Centrafrique, comme je disais tout à l'heure, c'est le 6e potentiel économique d'Afrique. Vous avez dans la frontière qui sépare le Cameroun et la République centrafricaine, il y a 3 préfectures. Donc, il y a la Sangambaïré qui est dans le sud-ouest de la Centrafrique, qui est frontalière à ce que vous appelez là-bas le département la Bumba Ingoko au niveau de la République centrafricaine. Mais on note que la Centrafrique, dans sa partie ouest, est totalement frontalière à la région de l'Est. Cameroun, qui soit dit en passant est la plus grosse superficie de la région du Cameroun avec 109 000 km², soit le quart de la superficie nationale au niveau du Cameroun. Donc c'est une lourde frontière qui avoisine les 450 km qui est totalement poreuse parce que vous savez que la Bumba Ingoko, la KDI et le Lom qui sont les fleuves desquels tirent les sources qui séparent justement cette longue frontière-là ne font pas qu'on puisse avoir une grosse cloison étanche qu'on peut exploiter pour ériger justement une barrière sur le plan frontalier. Ça veut dire que vous avez un pas ou 2 à faire seulement pour traverser du Cameroun en RCA. Alors, quand vous allez donc à la Sangambaïré, c'est dans le sud-ouest, la Centrafrique, avec Yokadouma et Molundu comme frontière du côté de l'Est. Vous avez dans le centre de l'Est, Kenzu, qui est dans le département de la KDI, qui borde la première ville centrafricaine, c'est-à-dire Gamboula, au niveau de la Mambere KDI, et dans le nord-est, vous avez là-bas la Nana Mambere, dont la frontière se situe entre Garaboulaye du côté du Cameroun et puis Baboua du côté de la Centrafrique. Alors quand j'indique cette zone-là, Hubert est tout dit, parce que c'est là que la nébuleuse qui s'est créée au niveau de Bambari. Bambari, c'est dans la préfecture de la Ouaka, ça c'est dans le centre de la République centrafricaine, pour prendre sa détente à partir de ce que vous avez appelé. De libération du... Exactement, parce que c'est parti de ce que vous appelez les 3 R. Donc l'un des 14 groupes qui ont dû acter cette histoire-là à Khartoum, le 6 février 2019. Alors, ils arrivent donc là-bas pour 2 objectifs. Laissons d'abord le Cameroun pour revenir sur la République centrafricaine. Vous savez qu'en 2016, on avait beaucoup misé sur Anissé Georges Doleguele, parce que Doleguele a été à la B2EAC. Donc, il a travaillé aux côtés de ces bandits internationaux, notamment les institutions bancaires. La B2EAC, il a été au niveau du FMI. Donc, au premier tour, en 2016, il avait été classé premier. Mais entre 2 tours, on lui a demandé de continuer de pérenniser les accords. Vous savez que l'accord le plus lancinant en République centrafricaine, c'est que le sous-sol centrafricain appartient aux Centrafricains sur 20 mètres. Juste l'espace pour enterrer leurs morts. Alors, il leur a dit, écoutez, la Centrafrique est en proie à des déficits publics chroniques qui hypothèquent toute perspective économique. Je ne peux pas aller dans cette direction-là. Laissez-moi un peu travailler. On leur dit, mais tu as oublié que tu es des nôtres, donc fais attention. Alors, ils ont laissé l'affaire courir. Touadéra a pris le pouvoir, mais maintenant Touadéra, ils espéraient qu'en tant que professeur de mathématiques, ils n'avaient pas compris très bien la géopolitique, la géostratégie du banditisme international. Eh bien, il leur a mis ce qu'on appelle en jargon footballistique le petit pont. Donc, il fait venir la Russie. Vous savez que la présidence centrafricaine est bordée juste en face par le trésor public de la nation. C'est-à-dire que tous les chefs d'État qui ont été débarqués, ils se sont d'abord arrêtés au trésor public en face de la présidence et ils ont vidé tout ce qu'il y avait dans les caisses du trésor public et ils ont foutu le camp. Le dernier en date, c'était Djotoja qui est sorti les 200 millions qui restaient encore au trésor public. Il les a raflés, il les a mis dans une mallette et puis il a donné à son homme de main qui lui avait été servi par Idriss Déby. Alors quand ils se sont retrouvés en N'Djamena pour ce cirque qu'ils ont organisé là-bas pour demander à Yehia Boni d'ouvrir le parapluie diplomatique afin de l'abriter au niveau de Cotonou, eh bien ce monsieur a fui avec la mallette parce qu'il savait qu'on allait débarquer son homme. Djotoja s'est mis à courir derrière ce monsieur avant qu'on lui rappelle qu'il était chef d'État. Donc vous comprenez très bien que lorsque Touadéra arrive, il a à cœur de protéger, de sécuriser d'abord le socle institutionnel de prééminence de la République centrafricaine, notamment cette présidente de la République et par extension le trésor public qui est juste en face. Alors, il met encore sur route un autre chantier, celui de la réconciliation et de la vérité au niveau de la Centrafrique avec cet accord dont je parlais tout à l'heure, l'accord de Khartoum, pour réunir tout le monde et tous les frères parce qu'il sait qu'il faut ramener la sérénité et que c'est le seul chantier dans ce quinquennat qui s'engage. En 2016, il y a un problème là-bas, c'est que l'intégrité territoriale n'est véritablement pas protégée. Alors, les FACA, les forces armées centrafricaines, qui constituent une armée sous-payée
mal formés, mal préparés, mal entraînés, doivent être protégés. C'est pour ça que la Russie doit venir avec la lourde expertise pour essayer d'apporter justement ce qu'ils ont comme capital en termes d'expertise sur le plan de la préservation de l'intégrité territoriale sur cette armée-là. Donc, aujourd'hui, les 16 préfectures sont en train d'être contrôlées, mais le problème arrive à quel niveau, Hubert Etundi? C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'en 2008, Bozizé qui a fait 3 coups d'État, qui a tenté 3 coups d'État sur Patassé, le 3e ayant réussi en 2003, où ces bandits internationaux l'ont aidé à arriver. Alors, il est arrivé, on lui a dit, va signaler que tu es là pour 2 ans pour régler juste l'orthodoxie des institutions, parce que l'élection de 2005, tu ne vas pas te présenter. Alors, en 2005, ces gens-là lui disent, tu as la réalité du pouvoir, va distribuer quelques billets de francs CFA à des gens pour signaler qu'ils veulent que tu te présentes en 2005. Alors, il a dispatché quelques billets d'argent de francs CFA, une monnaie qui n'est reconnue nulle part, pour que les enfants défilent depuis l'aéroport de Bangui Poko, tout le long boulevard qui sépare justement le collège CPJ, qui traverse l'université de Bangui, qui traverse la télé nationale, qui traverse le stade Barthélemy Bokanda, pour signaler qu'on a besoin que Bozizé se présente comme candidat. Et donc, escroquerie politique, il arrive, il laisse même Patassé mourir, parce que Patassé était malade, il a refusé qu'on aille le soigner, et c'est quand il était à l'article de la mort qu'il a laissé en 2005 venir mourir à Douala. Vous et moi avons été à l'hôpital général pour assister à cette histoire-là. Et donc, derrière, comme ils sont toujours idéologiquement et politiquement mal formés, Bozizé pense qu'il est allé en enfer chercher les moyens pour venir construire le paradis en s'y allant à ces gens, écoutez, je vais un peu travailler. Est-ce que le site de Boromota, je peux l'exploiter? La France lui dit, tu vas attendre. Alors, comme il donne donc un permis d'exploration à la Chine sur ce site de Boromata, qui est dans le département de la Vakaga, dans le nord-est de la Centrafrique, eh bien, le contrat, c'est un permis d'exploration qui allait aboutir à un permis d'exploitation en 2013, c'est-à-dire après 5 ans d'études concluantes, avec un gentleman agreement qui faisait qu'il y allait avoir directement 200 millions de dollars à la Centrafrique d'aide budgétaire directe, une enveloppe directe de 5 milliards de dollars d'aide à la construction des infrastructures, et puis derrière, la Centrafrique devait bénéficier de 55% de l'exploitation de ce pétrole-là. Alors, Washington et Paris ont piqué une colère. Du coup, on active donc Djotodia, dont le village est à 20 km du site de Boromata, le site dont je parle, c'est dans le département de la Vakaga, pour qu'ils descendent avec tous les autres groupes rebelles. Ce que vous avez appelé l'Alliance Seleka, qui est descendu à une vitesse exponentielle sur Bangui. À ce moment, Bozizé demande à Hollande de lui permettre de régler, c'est-à-dire au nom des accords de coopération, l'assistance militaire. On lui dit non. Et nous, on ne s'ingère pas, c'est des affaires internes et tout. Ils retirent leurs troupes, ils laissent couler l'affaire. Les États-Unis retirent le personnel non essentiel et puis c'est là où Bozizé est dégagé en mars 2013. Alors, lorsqu'on arrive en mars 2013, justement, il y a un embargo qui arrive sur le processus de Kimberley. Vous annulez cette affaire-là pour laisser que les bandes armées puissent gérer le trafic frauduleux et que cette affaire qui faisait les 20% des recettes budgétaires et les pratiquement 31% des recettes d'exportation s'est annulée. La Centrafrique n'a pas de moyens et donc à côté, il a demandé donc à ces gens de venir recommencer. Alors cette exploration qui devait s'achever en 2020 a été perturbée pendant 2 ans par des groupes rebelles qui se sont installés là. Et aujourd'hui, les Nations Unies veulent construire à Bria. Bria, c'est dans la préfecture de la Haute-Coton, qui est en dessous, justement, de la préfecture de la Vakaga, pour contrôler la zone et que la Centrafrique n'ait rien à faire. Parce que Djotodia a mis ce petit pont-là. Alors, quand on a activé 2 hommes, d'abord, Djotodia est arrivé, il a su raison garder. Il a dit, bon, je ne vais pas rentrer dans cette affaire-là, j'ai déjà commis trop de bourdes, il attend. Maintenant, Bozizé, lui, il arrive d'Ouganda, on lui dit, voilà le chantier. Donc, tu vas venir, on va faire ci, on va faire ça. On a lu les fins limiers de la politique au niveau de la Centrafrique, on compris, mais surtout qu'on s'est appuyé sur le droit. Parce qu'en 2013, lorsqu'il arrive, on lui a collé un mandat d'arrêt international. Ça, c'est la Centrafrique, on est là, sous Djotodia. Et cet arrêt-là a été prolongé le 22 février 2020 par les Nations Unies. D'ailleurs, le représentant sénégalais qui est en Bangui en ce moment dit qu'il est en train d'observer. Donc, il n'a encore rien à dire parce que ils savent très bien que la chose est vraie sur le plan juridique parce que on a dit une chose. La première, c'est que pour être candidat à l'élection présidentielle en Centrafrique, il faut témoigner d'une résidence permanente pendant 1 an en Centrafrique au moins. Donc, il n'avait pas encore complété les 1 an. Au moins, il a acté candidature. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a le code de bonne conduite et qui pose en surface les éléments de probité et de moralité pour pouvoir être candidat là-bas.
Et donc, c'est sur ça que le Conseil constitutionnel s'est appuyé pour écarter sa candidature, ce qui a la faculté aujourd'hui de courroucer ces gens et justement d'accélérer le mouvement du MLC dont vous parlez, parce que le MLC doit donc s'étendre sur les 3 préfectures que j'ai indiquées, la Sangambaïré dans le sud-ouest, la Nana Mambere dans le nord-ouest et puis la Mambere Kadei dans le centre de cette partie de l'ouest centrafricain qui est frontalier à tout. Pourquoi appeler donc ce mouvement de libération du Cameroun? Justement, ça veut dire qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est la distraction de ce qui va se passer en Centrafrique. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a le chantier, effectivement, de dégager Paul Biya comme chef d'État, parce que vous savez qu'il y a un calibrage qui a été pris au niveau de la Commission humanitaire des Nations Unies qui précise qu'il y a absolument nécessité de vote d'une résolution au niveau du Conseil de sécurité pour l'envoi d'une force d'interposition au niveau de la zone anglophone, notamment le NOSO, pour l'exclusion de la zone aérienne, la protection des civils et puis l'organisation d'un dialogue sous l'égide d'un médiateur international. Cette fois-là, et vous savez que chaque fois qu'on est rentré dans ce chantier, le premier préalable, c'est que le chef d'État doit foutre le camp. Maintenant, comme il y a des gens qui vont à gauche et à droite, récitent des choses qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on veut ensevelir justement l'humanité qui existe au Cameroun. Exemple, les régionales qui viennent de passer une autre costaud d'escroquerie politique, alors qu'on n'a pas réglé le problème anglophone. Eh bien, ils veulent en profiter. Mais maintenant, ce qui est plus immédiat, parce que le premier tour d'élection en Centrafrique sur le 27 courant, c'est-à-dire dans pratiquement 2 semaines aujourd'hui, et il faut que ce mouvement-là reste dans ces zones-là. Et vous savez que la préfecture, la base militaire, Boire, qui abritait toute la costaud d'après celle de Bangui, au niveau justement de l'Ouest centrafricain, et ils avaient signalé qu'ils avaient démantelé ça, mais ils vont utiliser ça comme épicentre et base arrière pour abriter ce que vous appelez le MLC, parce que c'est justement sur cette frontière-là. Donc, le Cameroun, lui, il est visé juste après la Centrafrique, parce qu'on va voir ce qui va se passer là-bas, puisque nous sommes dans l'avion demain pour Bangui, pour vérifier que les choses se passent normalement. Et donc, la Centrafrique est visée, le Cameroun est visé, mais le schéma, l'agenda donne qu'on commence par Bangui, parce qu'il ne faut surtout pas que Touadéra reste là, et les 2 hommes, justement, qui sont mis en surface en termes de sélection, c'est Adissé Georges Deleguélé, qui dit avoir mal compris ce qu'on lui avait expliqué en 2016, et donc il va revenir cette fois-ci pour s'aménager une réconciliation avec ses amis, les bandits internationaux. Ensuite, il y a Bozizé, dont l'ADN dans la préparation de sa formation politique ne se situe qu'au niveau de la manipulation des armes, des coups d'État et tout ce que vous savez. Donc, 2 hommes qui veulent perturber la stabilité engagée par le président Touadéra, et nous avons tous la lourde responsabilité de protéger le président Touadéra pour que la Centrafrique se remette sur les rails normaux, parce que je viens de le dire, c'est le 6e potentiel économique d'Afrique. Si on laisse ce pays 5 ans seulement, ce sera Dubaï en Afrique centrale. Merci à vous. Alors, on va revenir sur ce plateau très rapidement. Voilà la pomme de discorde actuelle dans cette bataille entre la Russie et la France au niveau du golfe de Guinée. Il y a bien d'autres choses qu'on va explorer aussi là-dessus. On va à Bruxelles. Alors, Luc Michel, vous venez de suivre les panélistes Mongota, Padia Sanga et Samuel Dionodor Yumbi et Célestin Jamen sur ce plateau et Patrick Sapak. Alors, qu'est-ce qui pour vous se joue et quelles doivent être, ça c'est la plus importante des préoccupations actuelles, quelles doivent être les dispositions à prendre au niveau du golfe de Guinée par les Africains? Bonsoir à vous Hubert, bonsoir à mes collègues panélistes, mes amis et les autres, et bonsoir surtout à nos téléspectateurs. Il faut comprendre qu'on est entré dans un nouveau cycle géopolitique. L'impérialisme français se redéploie, il se redéploie en Afrique avec les méthodes qui étaient celles il y a 60 ans de la France-Afrique de Foccart. Nous avons longtemps sur nos plateaux depuis des semaines expliqué combien Le Drian était la copie carbone de Foccart, utilisait les mêmes méthodes. La caractéristique de Foccart, ça a été l'emploi des mercenaires. Nous revenons à ça. Il y a une différence seulement avec les années 60, c'est que les mercenaires ne sont plus les soldats perdus blancs des armées européennes, ce sont malheureusement des Africains. Il y a une zone grise qui existe à la frontière des 2 Soudans, Centrafrique et de la RDC, et il y a des soldats perdus, notamment des Tchadiens, des Soudanais. Ils ont déjà frappé en décembre 2017
ce sont les mêmes qui avaient tenté le coup d'État contre le président Obiang-Nema Massogo, qu'on devait assassiner avec sa famille à Mongomo, et assassinat qui avait été empêché par les services secrets tchadiens, camerounais et équato-guinéens. Ce sont les mêmes mercenaires qui sont en action aujourd'hui dans ce soi-disant mouvement de libération du Cameroun. On retrouve les mêmes et on retrouve évidemment la même main qui est derrière, qui est la main de Paris. Qu'est-ce qui se place? Les Français directement, cette fois-ci de façon autonome, ils visent le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, il a été déclaré par les Américains eux-mêmes, par l'Africom, comme zone stratégique prioritaire. Il y a une zone qui va du golfe de Guinée jusqu'au Bahreïn et qui est sous le contrôle de la 5e flotte américaine. Celle qui contrôle les lignes maritimes, les lignes qui vont de l'Afrique vers l'Occident, notamment la production de pétrole. Et cette flotte américaine, évidemment, elle avait jusque-là travaillé main dans la main avec les Français. Ici, les Français jouent leur propre jeu. Et vous savez que le principe même de la stratégie française depuis Napoléon, c'est que la meilleure contre-attaque, c'est la contre-offensive. Les Français sont donc là, ils sont directement allés au cœur. Le cœur de leur problème dans la région, c'est la Centrafrique. La Centrafrique, c'est un État tout d'abord central qui est au milieu d'un groupe de pays au nord et au sud. C'est une zone qui va du golfe de Sirte en Libye jusque le golfe de Guinée, justement, dans lequel les Français sont déployés avec leurs alliés émiratis, dans lequel les Américains également sont déployés, et d'autres marines. Sous prétexte de piraterie, par exemple, les Allemands de Madame Merkel sont là. À partir de ce moment-là, la Centrafrique, elle a un rôle central. C'est-à-dire, si vous regardez des cartes géographiques, on ne fait pas de géopolitique si on ne raisonne pas sur les cartes. Vous voyez que la Centrafrique est au milieu d'un nœud de pays. D'un côté, il y a le Tchad, la Libye, les Soudans. Ça, c'est vers le golfe de Sirte. Et dans l'autre sens, il y a les pays, notamment le Cameroun, les pays du golfe de Guinée. La Centrafrique, elle a été choisie en 2016 par la Russie pour son premier déploiement depuis la disparition de l'Union soviétique en Afrique. Les Russes sont arrivés, ils venaient de leur victoire en Syrie, ils sont arrivés au Soudan, qui est la porte d'entrée géopolitique quand vous venez du Proche-Orient vers l'Afrique. Et ça vous explique d'ailleurs que les ennuis qui ont été le renversement d'Omar el-Béchir par les Américains, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas. Les Russes se sont installés en Centrafrique et là-bas, ils mènent une expérience géopolitique pilote. C'est-à-dire que, contrairement aux Occidentaux qui sont là pour la prédation, ils ont un but, ils ont aidé Touadéra à rebâtir la République centrafricaine avec une colonne vertébrale, ce sont les FACA. Ils agissent dans différents domaines, mais notamment, il s'agit de réarmer les FACA, il s'agit de faire lever les embargos qui ont été déclarés par les Français et les Américains sur les armes à destination de la Centrafrique et qui ne pénalisent que les FACA. La Russie notamment, elle ne vient pas vendre des armes, elle offre ses armements à la Centrafrique. Elle vient d'offrir, par exemple, 20 blindés de transport qui ont donné un avantage stratégique indéniable dans le pays. Touadéra, l'année passée, je suis allé réaliser un film avec lui en Centrafrique. Il m'honore de son amitié. Touadéra, principalement, il a repris le contrôle du pays. Il a redéployé les FACA de façon encasernée dans tout le pays. Et il a mené un processus, c'est le processus de Khartoum, de pacification nationale. À partir de ce moment-là, maintenant, il relance l'économie et il tente, avec l'aide des Russes toujours, d'arrêter l'embargo sur les diamants sud-africains, ce qu'on appelle le processus de Kimberley, qu'on appelle également les Blood Diamonds, les diamants du sang.
c'est-à-dire qu'un pays qui est en situation de guerre n'a plus le droit de vendre ses diamants à l'international. Le résultat, c'est que les diverses mafias, à commencer par les diverses forces militaires occidentales qui sont présentes dans le pays, l'ONU, etc., on vend sur les places mondiales d'Anvers et de Johannesburg, on vend ces mafias, les diamants volés à l'État centrafricain, qui est dépossédé de sa principale ressource. Les Russes président cette année le processus de Kimberley, et comme ils essayent de faire lever l'embargo sur les armes par le Conseil de sécurité, ils essayent de faire lever l'embargo sur les diamants. Les Français ont donc fait de leur nouveau déploiement, ils ont fait du cœur de cible cette Centrafrique qui a des élections générales le 27 décembre, présidentielles et législatives. Ils ont résumé dans Jeune Afrique il y a 6 mois le programme. Jeune Afrique a dit le programme du Quai d'Orsay, c'est tout sauf Touadéra. À partir de ce moment-là, les Français, mais nous allons parler pour terminer que de ces Français, ils ont tenté de pourrir la présidentielle centrafricaine. Tout d'abord, d'empêcher qu'elle ait lieu en lieu et date, ce qui conduirait à la mise en place d'un président de transition qui ne serait plus Touadéra, qui serait issu des groupuscules et des hommes politiques qui ont détruit la République. Et à partir de ce moment-là, ils ont introduit dans le pays un certain nombre d'anciens présidents, dont le joker principal, c'était Bozizé. Mais Bozizé, malheureusement, a été rappelé, on lui a rappelé ses crimes de guerre. Lorsqu'il a créé, dans la seconde guerre civile centrafricaine, les milices anti-Balaka, il a notamment au niveau de sa garde personnelle, il a commis des crimes de guerre, des viols, des massacres de masse, des incendies, des destructions de villages. Il est réclamé par la CPI, il est réclamé par l'ONU, et donc il ne correspondait pas aux critères de moralité pour être candidat à l'élection. Excite donc Bozizé de la présidentielle, et les Français ont sorti un second joker, c'est Delogele, mais il y en a également d'autres. Il y a Madame Samba Panza, par exemple, qui a achevé de détruire le pays lorsqu'elle était la présidente corrompue de la transition. Touadéra, c'est un homme honnête, pour commencer. C'est probablement le premier président honnête que le pays a connu. C'est l'homme qui a conclu des accords avec la Russie. Il était encore à Moscou il y a 4 semaines, où il a reçu l'appui de Vladimir Poutine pour sa réélection. Il est rentré de Russie avec ses fameux blindés dont les FACA avaient tellement besoin. Et donc, il représente un défi intolérable pour les Français. Voilà donc le programme qui est là, c'est d'empêcher la réélection de Touadéra. Et, suivant les bonnes vieilles méthodes de Foccart que Le Drian a repris à son compte, il ne faut pas seulement faire de la politique, il ne faut pas seulement intervenir dans l'élection présidentielle, il faut utiliser les mercenaires. On a donc ce groupe de mercenaires qui agit sous le nom de Mouvement de Libération du Cameroun. Pourquoi le Cameroun est-il visé? Parce que, pas économiquement, du corridor Bangui-Douala, pour ses exportations et pour son économie, ça vous indique pourquoi, parallèlement à la Centrafrique, on frappe le Cameroun, mais aussi pour des raisons psychologiques. Les Français ne sont pas non plus idiots, c'est-à-dire que s'ils annonçaient ouvertement un mouvement de libération de la Centrafrique ou la relance d'un mouvement qui vise à la guerre civile dans le pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne pourrait pas suivre, à commencer par la Russie, les Chinois qui interviendraient. On passe donc par le Cameroun pour déstabiliser Touadéra, mais actuellement c'est lui qui est visé en priorité, ainsi que toute la région. Ce qui est en jeu, c'est la stabilité de toute la CEMAC, c'est la stabilité du golfe de Guinée. Derrière Bangui, il y a la Guinée équatoriale qui est visée. Touadéra, la semaine passée, était à Malabo, où il a reçu le soutien d'Obiang-Nema Massogo. Ce qui est visé, c'est le Tchad qui a des élections générales l'année prochaine. On est déjà à Paris
en train de préparer la déstabilisation des élections tchadiennes. Nous avons donné de nombreux éléments dans des émissions précédentes. Et troisième état visé, évidemment, c'est ce Cameroun qu'on essaye d'engluer dans le terrorisme de Boko Haram, terrorisme ambazonien dans le sous-thème Cameroun, et maintenant ce troisième mouvement qui est aux frontières de la Centrafrique et du Cameroun, c'est actuellement le soutien à Touadéra aux élections, c'est la cause prioritaire des néo-panafricanistes que nous sommes. Il faut pas ne pas comprendre les combats. Il n'y a pas ici de place pour des stratégies nationales. C'est un combat néo-panafricaniste global. L'homme qui est visé, Touadéra, c'est un néo-panafricaniste. Il partage nos valeurs, il partage nos convictions, il partage notre combat. Et ce sera ma conclusion pour ce premier jet. Nous avons un devoir d'être présents derrière lui et de défendre le pays contre cette nouvelle intrusion d'une France-Afrique qu'on a un peu trop vite cru moribond. Vers vous, c'est les Sanjamen et naturellement vers Fumongota et Padia Sanga, vous avez été moins 10 ans. Alors, près de 6000 kilomètres de côte, c'est quand même vaste. Alors, les États-Unis ne veulent pas badiner, si l'on s'en tient à un des rapports, rapport de recherche, avec 60% de matières premières qui proviennent de là. Le combat va être rude. Et quelles doivent être pour vous les dispositions africaines? Bien, vous savez que la terre centrafricaine est une terre extrêmement riche. La Centrafrique, c'est un pays qui est bourré d'or, pas seulement d'or, bourré de diamants et même d'uranium. Vous comprenez donc, mon cher Hubert, que la France, qui a toujours considéré l'Afrique comme un précaré, en particulier la Centrafrique, rappelez-vous à l'époque David Dacko, le cousin de Bokassa, qui a été déposé, puis réinstallé, redéposé de Bokassa, considère l'Afrique en général et la Centrafrique en particulier comme son précaré. Alors aujourd'hui, quand vous regardez les échanges commerciaux entre, par exemple, la Chine et le reste de l'Afrique, c'est quasiment 200 milliards par an. La Russie, ça n'est que 17 milliards. Donc la Russie est convaincue qu'elle a aussi sa partition à jouer en Afrique. D'autant plus que la France est installée depuis plus d'un siècle et qui divise la nation centrafricaine, pas seulement d'ailleurs, toute la corne de l'Afrique et même d'ailleurs l'Afrique, golfe de Guinée qu'on vient de voir, pour essayer à perpétuité de piller ses ressources naturelles. Donc aujourd'hui, la Russie, davantage par sentiment anti-français que par sentiment pro-africain, s'impose en Afrique. Donc, elle engage une guerre informationnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des médias russes qui sont représentés en Centrafrique, et il y a aujourd'hui des bases sécuritaires de représentation militaire russe qui sont en Centrafrique. Tout ceci pour dire à la France que votre époque est terminée. Alors, on sait bien que le fond de l'affaire, même si on sait aujourd'hui que Touadéra a pris part, comme d'autres présidents africains, au sommet de Sochi, en 2017, parce que pour la première fois, la Russie a pensé qu'il fallait initier un sommet russo-africain. De la même manière que la France le fait depuis Mathusalem, la Russie pense aussi que c'est l'un des instruments qui lui permettra de conquérir l'Afrique. Alors bien sûr, la Russie a des arguments à faire valoir. On pense que dans les années de la guerre froide, entre 1960 et 1980-90, la Russie a été aux côtés des Africains et des tiers-mondistes, contre les impérialistes occidentaux, qui foutaient la merde en Afrique et qui continuent d'ailleurs à le faire. Donc aujourd'hui, la Russie fait valoir ces arguments-là pour dire aux Africains, on a toujours été à vos côtés. Les impérialistes, ce n'est pas nous. Regardez l'histoire. C'est les Français, c'est les Britanniques, c'est les Allemands, etc. Ce n'est pas nous. Donc nous, on vient aujourd'hui apporter la paix et une coopération gagnant-gagnant. Seulement, et vous l'avez posé la question, quelle est aujourd'hui l'attitude des Africains? Il faut que nous comprenions que l'Afrique n'a que des colons chinois, même s'ils sont que économiques, russes ou français encore pire. L'Afrique a besoin, sur la base de l'idéal de Kwame Nkrumah, de se projeter vers l'avenir pour reconquérir son passé, en tirer les meilleures leçons. L'Afrique a besoin aujourd'hui de se lancer dans la recherche. Quand je dis recherche, je parle de recherche scientifique. Parce que ces nations que nous idéalisons aujourd'hui sont les nations qui sont développées grâce à l'industrie,
grâce à la recherche. Donc la solution pour nous, Africains, ce n'est pas de changer un maître pour un autre. J'ai beaucoup de respect pour la Russie, c'est évident. Parce que ne serait-ce que par rapport au passé non colonial, parce que la Russie, contrairement à la France, n'a pas eu d'empire colonial. Maintenant, nous, Africains, et vous faites bien de poser la question, l'intérêt de l'Afrique et des Africains, c'est de se dire aujourd'hui, on lance un grand chantier pour un demi-siècle pour mettre en place les jalons de la nouvelle technologie africaine. On a les ressources qu'il faut. Nous avons l'uranium, on a le coltan, on a le manganèse, on a le fer, on a l'or, on a le diamant en quantité. Et comment se fait-il qu'on a de cesse de faire recours à ces puissances-là, qu'elles soient occidentales ou russes, pour essayer d'améliorer notre quotidien? Ce n'est quand même pas normal que toutes les exploitations offshore aujourd'hui de pétrole en Afrique sont le fait soit des Russes, soit des Occidentaux, des Américains, etc. On ne peut plus continuer à vivre, n'est-ce pas, sur ce schéma-là. L'Afrique a besoin de se réarmer moralement. Parce que c'est le réarmement moral qui va sortir l'Afrique de l'ornière. On ne peut pas continuer à vivre avec des indépendances fictives dans plus de dépendance économique. Non, ça veut donc dire que la solution, c'est de prendre sur nous, de nous faire mal, quitte à repartir à zéro, mais d'initier le devenir de l'Afrique par nos propres moyens. Et c'est possible, parce que nous avons les richesses qu'il faut. Eux, ils viennent les chercher ici. Bien sûr, la Russie aussi a du pétrole, c'est vrai, mais l'Afrique a beaucoup plus que ça. Ce n'est pas par hasard que les éléphants russes, français, américains, allemands viennent battre la pelouse en Afrique. Et c'est nous qui en souffrons. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les choses par le prisme panafricain. Le panafricanisme, ce n'est pas qu'un humanisme, c'est aussi une philosophie. La philosophie qui est faite Hubert, on a besoin de faire prendre conscience à nos frères, à nos sœurs, que l'Afrique s'en sortira mieux que par elle-même. Quelle dignité y a-t-il à attendre tous les autres? Ça ne peut pas exister. La Russie s'est développée par elle-même avec des coopérations plus ou moins léonines. La France, pareil, elle a pillé les sous-continents qu'on appelle sous-continents, Afrique, Asie, etc. Aujourd'hui, la France, sans quasiment matière première, fait partie des top 20 des nations du monde. Regardez par exemple le Conseil de sécurité. Les 5 vainqueurs de la guerre, plus la Chine, se sont mis ensemble pour continuer à piller sauvagement l'Afrique. Je n'ai pas d'affection particulière, ni pour la Chine, ni pour la Russie, même si, comparativement parlant sur le plan de l'histoire, la Russie a commis moins de crimes en Afrique que la France. Mais la question n'est pas là. Le débat est sur les opportunités qui se présentent à nous, Africains, pour redevenir aussi une puissance mondiale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du Conseil de sécurité, nous servons quasiment de réservoir de voix. L'Afrique, qui compte pratiquement 56 États, sert de réservoir de voix à l'Assemblée générale de l'ONU. L'Afrique constitue un tiers des voix à l'Assemblée générale de l'ONU. Et ça a servi par exemple à la Russie pour coopter, pour capturer la Crimée. La Crimée a eu besoin des voix africaines, à travers le Zimbabwe, à travers, etc., la Libye, pour reprendre la Crimée. Donc nous sommes devenus africains, à notre corps défendant les dindons de la farce. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on mette en place un think tank africain, à défaut que l'Union africaine qui est devenue un carton-pâte, une carpette de face. Je pense que la société civile africaine doit se mettre à l'unisson pour comprendre que l'avenir de l'Afrique dépend d'abord de la réflexion. Réfléchissez et devenez puissant. Comprenez? Il faut travailler, mais il faut travailler avec la méthode. Est-ce que nous le faisons suffisamment? Je suis convaincu que non. Donc aujourd'hui, il faut jeter, Hubert, les jalons d'une nouvelle conscience africaine. C'est ce que je qualifie de néo-panafricanisme. Ce néo-panafricanisme doit d'abord être incarné, à défaut de l'être par les chefs d'État, mais d'abord par une certaine société civile africaine forte, qui va imparter, qui va influencer, qui va donner des alertes, pour que ceux qui sont censés nous diriger et qui sont là par nos suffrages puissent prendre conscience que l'Afrique, pour se lever, n'a pas besoin de faire la pute à gauche et à droite. Hier, c'était la France, c'était l'Angleterre, aujourd'hui, c'est la Chine, demain, c'est la Russie, etc. Mais à quoi profitent toutes ces coopérations léonines, totalement déséquilibrées, à l'Afrique? Rien du tout. Donc, le danger, c'est d'abord l'attitude des Africains. On est dans une attitude d'assister.
d'assistanat et pas de conquérant. L'Afrique doit reconquérir le monde. L'Afrique égyptienne, l'Afrique pharaonique était un exemple en matière de sciences, en matière d'économie, qui a d'ailleurs inspiré le monde entier à travers la Grèce antique. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Africains, nous ayons perdu l'estime de nous-mêmes? Ça, c'est un crime contre la pensée, c'est un crime intellectuel. Donc, il faut déjà redorer l'image de la pensée africaine, parce que si nous ne passons pas par la pensée africaine, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée africaine, on ne peut pas sortir de l'ornière. Encore une fois, la Russie, ils sont là pour leurs intérêts. Regardez un peu, les sociétés minières russes sont partout en Centrafrique, à Bangui. Sont partout en Afrique. Ils n'hésitent pas. Ils coopèrent avec le Zimbabwe, avec la Guinée équatoriale et maintenant avec la Guinée-Bissau. Mais attendez, on ne va pas demeurer pour toute notre existence sur Terre les dindons de la farce. On a aussi besoin de nous réaffirmer. On a besoin, par exemple, Hubert, aujourd'hui, au Conseil de sécurité, d'une place, au minimum 2 places pour l'Afrique, qui leur donne des voix quand ils ont le compte à régler entre eux. Ne vont pas servir de soupe au lait en permanence. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, si les Africains veulent continuer à se fermer dans la lamentation stérile, dans des plaintes improductives, eh bien, qu'on continue dans cette voie qui est totalement stérile. Je dis qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas conscience, comme les Européens l'ont fait, comme les Américains l'ont fait, je rappelle, pour bifurquer un peu, qu'en 1876, les Anglais d'Amérique, à l'époque, c'était les domaines de la reine d'Angleterre, la reine Victoria, ont décidé de se faire harakiri, de dire, Madame la reine, c'est terminé. Nous sommes aujourd'hui américains. Et d'où est issue la déclaration d'indépendance? C'est de l'audace. La vie, c'est de l'audace. Il faut que les Africains aient de l'audace. Qu'ils disent maintenant, la Russie, on vous aime bien, mais c'est terminé. La France, on vous aime bien, c'est terminé. Nous sommes indépendants. Et même s'il faut qu'on vous le rappelle tous les jours, on le fera. Donc pas que de s'endormir dans une espèce de lit de long fleuve tranquille d'assistanat perpétuel qui ne va jamais sortir l'Afrique de l'ornière, encore une fois. Donc il faut aller dans ce sens-là. D'abord, première étape, réarmement moral. Ça ne sert à rien de parler économie. Industrie, si dans nos têtes, nous sommes des éternels esclaves. Il faut arrêter avec ça. Merci. Alors, Fomongota, tout à l'heure, vous avez dit, hein, c'est pas pour les beaux yeux. Alors, Célestin Diamène, dans son argumentaire, semble certainement vous rejoindre. Mais alors, la question demeure. Est-ce que la bataille de communication, parce qu'à Afrique Média, on ne soulève pas les gens pour aller faire ceci, mais on dit toute la vérité. Est-ce que la bataille d'Afrique Média, le combat ne sera pas vain si jamais il n'y avait pas cet intérêt, ce réveil et cette prise d'action, Fomongota? Alors, monsieur Etoundi, je dirais d'abord que nous souffrons en Afrique d'un problème de pensée. Un Africain ne peut pas vivre avec la pensée occidentale. On ne peut pas combattre quelqu'un lorsqu'on pense comme lui, lorsqu'on prie comme lui. Nous sommes des chrétiens, des musulmans. Ce ne sont pas les religions de nos ancêtres. Ce sont les religions importées. La pensée est le premier instrument pour les êtres humains pour avoir leur liberté. Et la deuxième chose, il faudrait que les Africains apprennent à comprendre qu'on n'élit pas un président français pour l'Afrique. On n'élit pas un président russe pour l'Afrique, ni américain. Ils sont élus pour aller chercher les minerais. C'est-à-dire quand les réserves sont à la fin, on élit un homme qui est capable d'aller arracher. C'est ce que j'appelle les épreuves de force. Et maintenant, notre problème de communication est que Afrique Média est une chaîne qui libère les esprits pendant que les autres les renferment. Pourquoi? Parce que la communication des médias africains se réjouit à chanter la gloire des hommes au lieu de penser à constituer une valeur de la pensée africaine. Nous souffrons parce que les Occidentaux nous ont installé les frontières. Nous vivons des frontières importées de l'Occident, le Sénégal, le Cameroun, la Centrafrique. Alors que nous savons que l'Afrique, depuis l'Égypte antique, était unifiée. C'est-à-dire que la Haute-Égypte et la Basse-Égypte faisaient un à l'époque d'Akhenaton. Pourquoi nous ne voulons pas avoir une pensée à nos ancêtres? Les stratégies, les stratagèmes de guerre qu'utilise l'Occident aujourd'hui sont des choses qu'ils ont épuisées dans la conscience africaine. Alors moi, pour moi aujourd'hui, la capacité d'orienter l'Afrique est que nos chefs d'État doivent se rendre compte que on ne veut pas avoir l'amitié des Occidentaux, ni des Russes, ni des Américains. Quand Joe Biden arrive, il ne vient pas pour aimer un pays africain ou pour satisfaire le Cameroun. Il vient pour les intérêts typiquement américains.
Alors les présidents africains doivent comprendre que leurs intérêts à eux, c'est de protéger le sous-sol du peuple. On ne peut pas toujours être en train de marchanter une nation lorsqu'on veut sauvegarder son intérêt au pouvoir. Regardez comment les hommes africains perdus au pouvoir. Je donne les minerais, je donne le colmat. Et ils n'oublient qu'il y a des hommes, le peuple, qui est là, qui doit se nourrir, se soigner et s'équilibrer. Aujourd'hui, quand nous parlons de la Centrafrique, il faut rappeler que Barthélemy Lugandi et Oumiobe, c'était les deux personnes qui s'attaquaient à l'époque de l'impérialisme français. Les deux ont été abattus, c'est-à-dire Oumiobe en 58, Barthélemy Lugandi en 59. Vous devez comprendre que quand deux personnes qui luttaient pour avoir l'acquisition, d'avoir les États-Unis d'Afrique, la réunification du Cameroun, ce sont ces personnes qui sont mortes et que l'histoire nous rappelle que la France n'aura pas à avoir pitié de nous. Et si nous on croit qu'on aura les amis français ou russes, parce que la Russie ne vient pas en Afrique pour aimer les Africains, c'est une nouvelle domination des sous-sols africains. Et quand j'entends les gens dire la Russie, moi je suis pas intéressé par ça. Je ne comprends pas comment un Camerounais, un Africain peut se vanter que comme la France s'en va, un nouveau impérialiste arrive, c'est la Russie, et il va nous aider. Il va nous aider à quoi? Qu'est-ce que la Russie va nous aider? La Russie, c'est déjà tout un continent qui a besoin des minerais, de sous-sol et autres. Et donc, vous voyez qu'ils sont là pour faire de la pitié. La Russie n'est pas en Centrafrique pour aimer les Centrafricains. Ils sont là pour épuiser les Centrafricains tels que la France l'a fait pendant un siècle. Alors, vous devez comprendre que notre rôle aujourd'hui, c'est la captivité des peuples. On peut comprendre aux gens aujourd'hui que nos chefs d'État, qui doivent être en train de se dire que les épreuves de force, c'est de ramener le peuple à l'histoire. On fait fuir l'histoire en Afrique. On ne raconte pas aux Africains leur histoire. Nous souffrons au Cameroun parce que les élèves ne connaissent même pas qui était Oumiobe, qui était Ouandji. Et on veut défendre un Cameroun sans connaître le nationalisme qui a souffert. Ils sont morts pour sauvegarder l'intérêt de la nation. Mais on ne parle pas d'eux. Mais nous voulons sauvegarder quel intérêt? Quand la Russie parle, la Russie va te parler de Lénine, ils vont te parler de Staline, ils vont te parler de ces gens-là. Mais nous, au Cameroun, on parle de qui? On parle de personnes. C'est-à-dire, on veut sauvegarder un pouvoir qui est perturbant depuis 38 ans. Et qu'aujourd'hui, les enjeux, c'est que Paul Biya a été visionnaire dans les années 2000. Parce que Paul Biya a compris que pour sauvegarder l'intérêt militaire d'une nation, il faut les unités d'élite. Il a créé le BI, le JP et autres. C'est ce qui soutient le Cameroun actuel. Si on n'avait pas ces unités d'élite, le Cameroun serait tombé depuis. Parce que même les Américains ont dit, au plan terrestre, les Camerounais sont forts. On ne peut que les apporter la logistique. Vous comprenez donc à ce moment que le travail de fond qui doit être mené, que aujourd'hui, nos enjeux sont fermes. Nous devons protéger notre pays. On ne doit pas avoir les tenues partisanes, c'est-à-dire, je suis de tel parti et autre. On est d'abord républicain, nationaliste, quand le pays va mal. Parce que si on arrache le Cameroun, nous serons tous replongés à l'esclavage. Il n'y aura pas à dire que c'est tel. Même celui qui va gouverner avec l'accord de l'Occident ne va pas gouverner par la considération des Camerounais, mais la volonté de l'Occident. Et nous ne voulons plus des dirigeants à la volonté occidentale. Nous voulons des dirigeants à la donne des nations. Le peuple se sent en harmonie comme George Weah. Vous voyez George Weah jouer au football avec les pauvres libériens. Il joue le 2-0 le week-end. C'est qu'un autre chef d'État africain ne fait pas. Nous avons des rois et les rois sont toujours glorifiés par certaines personnes qui viennent dans des débats. Au lieu de parler de la géopolitique, la géostratégie, on me dit bienvenue pour la Russie. La Russie a quoi avoir en Afrique? Qu'est-ce que la Russie va m'apporter, moi, Camerounais? Je n'ai aucun lien avec les Russes. J'ai souffert avec le Codem français. Je n'en veux plus de le Codem russe. Je veux que l'Afrique soit africaine, gouvernée par l'Afrique. Quand je vois le président Obiangema qui donne le soutien, le président Paul Biya qui donne le soutien au président centrafricain, c'est ce qu'on veut. On veut cette harmonie. On veut accompagner les hommes panafricanistes qui vont éveiller les consciences et harmoniser. C'est pourquoi les médias africains doivent jouer le rôle de Afrique Média, parce que les médias africains ne jouent pas le rôle d'Afrique Média. Au lieu de vanter les Occidentaux, les Européens, il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il faut vanter nos chefs d'État. Il faudrait que les médias africains font le rôle d'Afrique Média, parce que le père Obiang se comporte comme un digne fils d'Afrique. Paul Biya, aujourd'hui, se comporte comme un digne fils d'Afrique, parce qu'ils soutiennent leur dauphin centrafricain, leur frère, qui a mal, qui veut être impulsé par la France. Mais nous devons sauvegarder. Quand j'entends les gens condamner l'Ogrian joue son rôle.
La France est un pays qui vit des ressources des autres. Et tant que la France n'arrange pas les ressources, il ne peut pas vivre. Alors ne croyez pas qu'un ministre français ou un président français sera à la hauteur de dire non, je veux protéger le Cameroun. Non, l'Ogrian s'en fout du Cameroun. L'Ogrian aime le colmar du Cameroun, le bauxite, l'uranium, le bois du Cameroun. Quand vous lui donnez tout cela, il est heureux. Mais si c'est que vous attendez que l'Ogrian va vous aimer, l'amour entre l'Afrique et la France n'existe pas. C'est le général de Gaulle qui parlait que les États ne font que des intérêts. Et Foucault l'a bien compris. C'est pourquoi aujourd'hui, si on a gardé l'Ogrian, qui était l'ancien ministre d'Hollande, qui est gardé avec Macron, c'est parce qu'il a compris que le plus important, c'est les enjeux pour la France. Et nous devons comprendre aussi que le plus important pour nous, ce sont nos enjeux. Nous devons protéger le sous-sol africain. L'Afrique Média joue un rôle important. Les Africains s'éveillent parce qu'ils écoutent Afrique Média. Mais il faudrait que toutes les chaînes s'y mettent dans le panafricanisme. On ne peut pas avoir des chaînes de télévision qui sont pro-occidentales, qui reçoivent même les redevances, les subventions venant de l'Occident, mais qu'on ne dit pas aux gens, parce qu'on leur dit, parlez mal, faites ceci. On veut avoir la particularité d'avoir des Africains qui vivent en Afrique. Regardez les chaînes de télévision françaises. Lorsqu'il y a un problème, tous vont noircir le pays qui a des problèmes avec la France. Le président l'aime au père, le président ne fait rien. Mais en Afrique, quand on a un problème avec la France ou l'Occident, on dit plutôt que notre président doit partir. Ce sont nos mêmes chaînes de télévision qui approuvent que ça doit partir. On ne peut pas continuer dans la trahison du peuple. La trahison du peuple est que le média joue un rôle corporatif qui doit être exécuté dans le sens d'aider le Cameroun et non d'aider l'Occident. Parce que quand on ne protège pas nos actions, ça veut dire que les médias qui sont l'éveil de conscience d'une génération se tournent contre la génération et la génération se pose des questions. Qui a raison donc si les médias nous disent que le président est mauvais? Donc nous devons retravailler ensemble pour trouver la contribution des médias. C'est pourquoi j'ai dit les médias camerounais sont vieillissants. Les médias africains sont vieillissants parce qu'ils n'apportent plus une contribution démocratique avec un sujet d'apport à réguler la force des États. Il nous faut cela. Parce qu'en Europe, quand il y a un problème entre la France et l'Afrique, vous avez vu Gbagbo, pendant 3 mois, France 24, BVMTV montrait Gbagbo comme un monstre, comme un monstre jusqu'à qui il est tombé. Mais nous, en Afrique, on n'a pas ça. Quel est donc l'amour? Je crois qu'à l'ESTIC, l'école des journalistes, on doit ramener le code civique à dire aux journalistes que respectez vos nations, travaillez pour vos nations. Faites en sorte que vos nations soient à hauteur. Protégez vos États. Voilà ce que je voulais dire en deuxième conclusion. Alors, Padia Sanga, avant d'aller vers les téléspectateurs, Padia Sanga, je vous ai vu lever le point tout à l'heure. Je m'imagine que vous approuvez textuellement l'argumentaire de Fomongota, mais je veux quand même savoir, est-ce que la coopération n'est plus nécessaire, parce que c'est les Saint-Germain et Fomongota disent que non, on n'a rien à faire avec la Russie. Mais on remarque quand même que la Russie a jusqu'ici permis à Touadéra de tenir et de ne pas être évacué par la France. Alors, pour vous, quel doit être le jeu ou la coopération, le type de coopération qu'il devrait y avoir, Padia Sanga? Monsieur Hubert Toundi, chaque fois que je viens ici sur l'Afrique Média, j'ai l'impression que nous sommes en télépathie, c'est-à-dire vous lisez, les panélistes que je trouve ici, ils lisent dans mes pensées. J'ai pris mes notes, voilà ça, et quand Célestin Jamin, mon frère et mon ancien camarade du SDF parlaient, j'avais pris les notes, et Fomongota, qui est un ami, on a eu à changer dans les réseaux sociaux, il a pris le même lancé sans qu'on ne s'accorde. Monsieur Hubert Toundi, Afrique Média, c'est une benne pour l'Afrique et en particulièrement pour les Camerounais. Je veux dire des choses ici, parce que quand je discute en privé avec les gens, ils me disent que oh, Afrique Média, c'est la chaîne Probia, c'est monté, c'est descendu. Non, c'est faux. C'est faux. Moi, je suis quelqu'un qui est farouchement opposé au régime jacobin de M. Biya. Et je vais encore dire des choses qui sont tellement dures ici. Et ils vont comprendre que l'Afrique Média est dans la diversité des opinions
africaine, mais pas pour prôner le christianisme et le néocolonialisme. Alors, M. Biya a déclaré quelque part qu'il était le meilleur élève de la France. Et si M. Biya m'écoute aujourd'hui, il faut qu'il sorte à Mondovision. Et il déclare aux Camerounais qu'il veut entrer dans l'histoire comme celui qui a rompu les accords coloniaux avec les Occidentaux. Et je pense que c'est là où mes frères qui se disent ambazoniennes vont comprendre. Parce que il y a des gens qui disent que on ne peut pas être parti d'un pays qui est encore sur les geôles coloniales, à l'occurrence la France. Mais on a vu les gens à Mondovision qui partent faire les éloges à la France à travers les amis, à l'occurrence Dupond-Moretti, qui est venu au Cameroun. Il a dit que non, le problème ce n'était pas au niveau judiciaire, parce que si on partait dans la juridiction camerounaise, la juridiction camerounaise avait raison. Ça n'a pas terminé à cela. On s'est retrouvé pendant où quelqu'un est monté en créneau. Quelqu'un qui est susceptible d'être traduit à la CPI, qu'on appelle M. Amsterdam, qui est l'avocat d'un autre président dit élu. Qu'est-ce qu'il a dit? On a vu ça à Mondovision. Alors, si M. Biya veut entrer dans l'histoire, dans l'esprit de Paddy Assanga, dans l'esprit des Abakwa Boys, dans l'esprit des anglophones, il faut que M. Biya monte en créneau. Il déclare aux Camerounais que, oui, à un moment donné, j'étais meilleur élève de la France, mais aujourd'hui, je suis celui qui veut entrer dans l'histoire, pas seulement parce que j'ai apporté la démocratie aux Camerounais, mais parce que je suis celui qui a rompu les accords coloniaux avec la France, et c'est pour ça que on voit la Chine, on voit la Russie, on voit d'autres pays qui ont seulement les intérêts. Et je pense que les Camerounais tout entiers vont applaudir, et les Africains vont copier l'exemple que les Camerounais ont posé dans les années 90, et ça a embrasé toute l'Afrique. C'est pour ça que je suis d'accord avec mon frère et ami personnel, Célestin Djamène, Fomon Gota, qui ont dit ici à Mondovision que les pays occidentaux, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, ils ne viennent pas chez nous parce qu'ils nous aiment beaucoup. C'est pas parce que Paddy Assanga est tellement beau. J'aimerais être laid, mais j'aimerais aussi être protégé des intérêts de mes frères et sœurs. Vous allez comprendre pourquoi j'applaudissais quand Célestin Djamène parlait. Il est du MRC, moi je suis du SDF. Et nous pensons que à travers ces pensées unies, Camerounais, on va trouver un consensus qui va dépasser ces langues coloniales que je me bats pour m'exprimer avec, parce que si je commence à parler dans mon Abakwa natal, personne ne va me comprendre ici sur le plateau. Alors, nous sommes dans une logique droite à l'africanisme du Cameroun. On assume qu'on est les francophones et les anglophones, il faut qu'on se respecte. Mais si on dit qu'on est les Camerounais, il faut qu'on passe à autre chose pour que cet espace géographique qui nous est très cher, divisé par les frontières virtuelles, par les Anglais et les francophones, que Ahi Djomène a regretté qu'il y a une partie camerounaise qui est partie au Nigeria, soit léguée à nous tous et pas à un groupuscule qui s'appelle Atangandi, qui s'appelle Laurent Esso, qui s'appelle Missé Biya, qui s'appelle Kamto, qui s'appelle Julie Kamto, qui s'appelle Abel Zongang, qui s'appelle Pendaï Kouka. Non! Il faut qu'ils lèguent ça aux jeunes et on va mener le combat parce qu'on a compris qu'ils sont en train de protéger les prébendes et nous allons pas les laisser faire. Et Afrique Média, Iber et Tundi, vous êtes un journaliste par excellence et je suis très très fier que vous avez composé un plateau de gens qui pensent la même chose mais ils ne se sont jamais parlé pour discuter, pour venir ici dire ce que les gens pensent qu'on conçu de l'avance. Non, ce n'est pas ça. Afrique Média est la voix de l'Afrique et
moi, je serais très, très triste s'il y a des débats comme ça et que vous ne nous emmenez pas. Parce que moi, j'ai mes frères anglophones qui ont compris les enjeux et ils disent que, oui, le Cameroun n'est pas libre parce que nous sommes sur le jeu colonial, mais nous voulons que M. Biya, pour entrer dans l'histoire, il faut qu'il déclare à Mondovision que moi, je suis celui, je veux entrer dans l'histoire, comme celui qui a rompu des accords secrets avec l'Élysée, avec les réseaux FOCA, avec les réseaux Gbagbo, Ouattara, non pas Gbagbo, Ouattara et consorts, parce que nous connaissons que M. Biya a fait des déclarations qu'il voulait assimiler et c'est des déclarations qui lui ont dictées par les Jacobins. Mais si la vérité, maintenant, il a compris les enjeux, nous attendons et puis on va le soutenir à lui faire un passage ou bien une sortie noble. Parce que les enjeux maintenant, c'est les sorties de M. Biya, c'est les sorties de Biangema, c'est d'accueillir et c'est de fabriquer les portions dans les pays comme le Tchad, la Centrafrique et tout le pays avoisinant. Et nous n'allons pas accepter ça. Et heureusement, on est venu ici en Occident et on a compris les enjeux. M. Etoundi, je suis très, très reconnaissant de ce que vous faites avec Afrique Média. Merci beaucoup. Pour prendre les appelants qui sont déjà là. Monsieur Atangana nous attend. Cher monsieur, le code d'accès, vous le connaissez, vous votez, vous contribuez. Bonsoir et bienvenue. Les chefs d'État, c'est ce soir. Les premières dames, c'est demain. Je vote pour le chef de l'État camerounais, monsieur Biya, parce que je suis camerounais et mon premier devoir est de soutenir le chef d'État de chez moi. C'est ça qu'on appelle être républicain. Respecter les institutions de son pays. J'interviens aujourd'hui, encore une fois, parce que vous parlez du golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, je le connais bien. Et je vais vous dire aujourd'hui que je vais vous faire un aveu. Le golfe de Guinée devait être protégé par des radars. En tout cas, la partie Cameroun. Les radars maritimes. Et ce projet financé par le Royaume de Belgique était dirigé, piloté par moi. Je n'ai pas dit par quelqu'un d'autre, je dis par moi. Au Cameroun, ça se connaît. À Douala, on m'a vu installer les radars qui permettent la surveillance des frontières maritimes au port de Douala. Donc, ce projet était financé par le Royaume de Belgique. J'ai travaillé dans la partie Douala. J'ai eu les bâtons dans les roues. Et puis, on a affecté M. Etoundi à la maïture. M. Dayas est venu. Il a mis les bâtons dans les roues de ce grand projet et la partie Douala était terminée. Je me suis battu avec beaucoup de personnes. Le chef d'État a remis Etoundi au port. D'ailleurs, si tout Camerounais sait que c'était la première fois qu'un directeur général était remis à ses fonctions sur instruction du chef de l'État. Et à ce moment, on devait continuer ce projet qui devait sécuriser tout le golfe de Guinée, partie Cameroun en tout cas. Donc le projet était prévu pour des installations Douala, qui était terminé, des installations Kribi, nous avons un port en eau profond de Kribi qui était encore en projet, et Limbe. Très bien. Après qu'on a remis M. Etoundi au port, vous connaissez la suite, il est mort. Et après, M. Mbongo, qui faisait partie des personnes qui étaient chargées de relancer le projet de nos protections de frontières maritimes, on n'a plus de ces nouvelles. Personne ne m'a même jamais contacté. Hein. J'ai parfois vu vos émissions où vous dites, mais tiens, comment les pirates arrivent à Douala et pourtant il y a des radars. Un projet qui a valu des milliards. Mais le chef de projet, c'est moi. Personne ne m'appelle pour me dire, explique-nous. Et je connais le projet au bout des ongles. Les radars sont israéliens. C'est moi qui les ai installés. Tous les systèmes, même le génie civil. Donc, je vais commencer par là pour dire le golfe de Guinée, je connais du point de vue géostratégique et du point de vue technologique, parce que je suis l'ingénieur chef de ce projet. Très bien. Et c'est connu au Cameroun. J'ai entendu M. N'Djamène dire très très bien, on a besoin d'ingénieurs. On a besoin de techniciens au Cameroun. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il était au MRC. Il y avait combien d'ingénieurs expérimentés autour de M. Kamto?
autour de M. Kamto. Zéro. Quand vous regardez le paysage politique camerounais, quand vous regardez les personnes qui sont qualifiées d'intellectuels au Cameroun, c'est toujours des docteurs en littérature, des docteurs en philosophie, des docteurs en ce que vous voulez, sauf les ingénieurs, ceux qui sont supposés porter les sciences. Quand on a travaillé à haut niveau comme moi, avec preuve à l'appui, vous croyez que le ministre de la Défense camerounais m'a déjà appelé pour me dire, mais au fait là, expliquez-moi seulement, ces radars tournent à Douala, même la maintenance, ils ne m'ont pas sollicité. Ça tourne presque dans le vide. Voilà le golfe de Guinée. Eh bien, en même temps, ce golfe de Guinée, il fallait torpiller ce projet. Parce que c'était la dynamique pour pouvoir sécuriser du point de vue stratégique cet endroit. On ne le fait pas qu'avec les mots. Il y a trop de littérature. Il y a des mots. Très bien. Cette dynamique pour pouvoir sécuriser ce golfe de Guinée. Et après, c'est un peu logique comme... C'est pas M. Atangana. On a bien suivi cette affaire de ce projet au Cameroun. Je crois qu'on a notre appelon derrière vous. Monsieur Comme Bernard nous attend. Monsieur, bonsoir. Le code d'accès, vous le connaissez, vous votez et vous contribuez. Hubert Etundi. Je suis Comme Bernard, j'appelle depuis Douala au Cameroun. On vote pour les premières dames, c'est ça, ou bien pour les présidents africains? Les présidents, les chefs d'État, c'est le mérite panafricain des chefs d'État du continent. D'ailleurs, la réalisation, je vous prie de bien vouloir les faire défiler, c'est tous ces chefs d'État qui sont en liste. Je voudrais réagir sur deux aspects ici. Premièrement, je voudrais rebondir sur certaines déclarations de M. Siga Asaga, que je salue, en même temps que les autres panélistes. Alors, il interpelle le président Biya par rapport à une déclaration qu'il a faite il y a quelques années, à savoir qu'il est le meilleur élève de Mitterrand. Et aussi, il s'attarde sur le fait que le président Biya a rompu les accords de 50 ans. Et à travers ces deux éléments, il propose au président Biya de rentrer dans l'histoire d'une certaine façon. En réalité, sa déclaration pose le problème du panafricanisme chez Paul Biya. C'est un sujet qui, à mon avis, a été une bonne polémique pour rien. Paul Biya, il est chargé d'expérience en réalité. Il connaît le panafricanisme armé, le panafricanisme violent, que d'aucuns ont utilisé avec les résultats qu'on connaît. Il connaît le panafricanisme de la confrontation directe, qui a été de celle de gens comme Sankara, Lumumba et ainsi de suite. Paul Biya, il est plutôt d'un panafricanisme diplomatique. S'il vous plaît, retenons un peu ça. Il est d'un panafricanisme tolérant qui souffle le chaud et le froid. Un panafricanisme qui mêle même la ruse. En réalité, quand Paul Biya dit qu'il va rendre compte en France du grand dialogue national, quand il dit que le BLF de Mitterrand, Emmanuel Macron, sincèrement, au fond de lui, il n'y croit pas. C'est une ruse, c'est une manœuvre pour endormir un peu l'adversaire. Parce que parallèlement, on ne doit pas oublier que c'est le même Paul Biya qui avait dit nous allons vaincre la crise sans l'aide du Fonds monétaire international. C'est encore lui qui avait dit le Cameroun est la chasse gardée de personne. Je pense que nous autres intellectuels africains devraient plutôt tirer des leçons de ce panafricanisme plein de sagesse. Un panafricanisme dans lequel il souffle le chaud et le froid. C'est un panafricanisme main de fer dans un gant de velours. Donc, en réalité, comprenons que même pour rompre les accords de 50 ans, Paul Biya a dû faire le faux malade pour ne pas aller à Paris pour ces accords. Et obliger le gouvernement français à mettre pied au Cameroun. C'était toujours la ruse. Donc, son panafricanisme s'étale dans la durée. C'est un panafricanisme efficace et non. En réalité, s'il avait perdu les élections en 2018, est-ce qu'on aurait retiré le DIT à Bolloré, par exemple? Moi, je ne sais pas. Le nouveau président arrivé,
n'aurait pas eu le coup de franche, la puissance pour le faire. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire. Donc, que l'on comprenne la démarche politicienne de Paul Biya en ce qui concerne l'impérialisme étranger. Deuxième chose que je voulais dire, nous déplorons l'absence de scientifiques, d'ingénieurs miniers capables de travailler. N'oublions pas que dans la vision qui est la sienne, il y a des années que Paul Biya a créé des écoles d'ingénierie chimique, d'ingénierie minière. Passion est comprise, en tout cas, on sait que Paul Biya, il a souvent des décisions qui ne sont pas du goût de la métropole. Bolloré est en train de pleurer partout maintenant, pratiquement, parce que un décret réorganisant le port de Douala a mis en fin de course ce dernier qui pensait louer le port autonome de Douala comme sa propre maison et ne pas partir quand cela est requis par les accords et les conventions. Alors, on va à Bujumbura. Delphin nous attend. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Vous connaissez le code d'accès. Vous votez, vous contribuez. Excuse pour la qualité un peu qui laisse à désirer. De mon côté, il pleut. Donc, je vais gagner en temps et saluer comme ça l'ensemble des panélistes. Et j'enchaîne avec les votes à l'adresse des présidents tchadiens, équato-guinéens, camerounais, éthiopiens, guinéens, oui, érythréens, centrafricains. Et pour le féliciter et l'encourager, le président Gbagbo Laurent. Donc, ceci étant dit, j'ai attentivement écouté les paroles qui ont été prononcées ce soir. Je ne peux que être d'accord avec, par exemple, Monsieur Fomongota ou encore mon aîné, notre aîné, Célestin Jamen, parce que, à mon goût, certaines figures politiques de la zone CFA se pensent plus françaises que les Français eux-mêmes. Et ça, il faut vraiment apporter une modification à ce niveau. Je ne me permettrai pas de vous faire la leçon. C'est juste que, dans ma position, je pense être légitime en prononçant de telles paroles, parce que nous, au Burundi, non seulement nous n'avons aucune base militaire étrangère, mais en plus, nous nous permettons, comment dirais-je, de répondre avec autant de réciprocité que de diplomatie et de fermeté à tous ces bavards soi-disant démocrates. Vous le savez, Afrique Média a eu à le démontrer à suffisance. Et toute la journée de mardi, je crois, ou lundi, je l'ai expliqué sur les antennes d'Afrique Média. Après que le Burundi ait renvoyé certains personnages de l'ONU. Donc, ceci étant dit, il y a quand même un bémol à apporter, bien que je comprends la lassitude qui est la vôtre, sur le sujet de la Russie. Parce que, je suis navré de vous le dire, la Russie ne se comporte pas comme la France. D'ailleurs, vous l'avez rappelé vous-même, Monsieur Hubert Etunji. La Russie apporte de l'oxygène géopolitique et géostratégique à Monsieur Touadéra. C'est ce que nous avons eu nous-mêmes au Burundi. Mais pour autant, la Russie n'a consenti à nous aider qu'après avoir remarqué que nous-mêmes nous impliquions. Vous connaissez très bien la symbiose qui existait entre les Burundais, en tout cas plus de 90% des Burundais, et l'ancien président Nkurunziza. C'est la même chose avec le président actuel. Donc, en zone CEMAC et ailleurs en zone CFA, moi, je ne peux qu'appeler à ce genre de rapport entre les dirigeants et les nations concernées. Donc, par exemple, entre Monsieur Biya et les Camerounais, Monsieur Obiangema et les Équato-Guinéens, etc., etc. Et à partir de là, je vous garantis que vos États se porteront mieux, mais il faut une volonté politique ferme, n'est-ce pas? Comme celle qui existe par exemple du côté du Burundi. Je regrette toujours que le Burundi soit le seul État qui soit parti de la CPI, et bien sûr Yahya Jammeh, à l'époque où il était aux affaires, donc il faudrait qu'il y ait plus de volonté politique et n'ait aucune pitié envers les corrompus. N'ayez aucune pitié. En Chine, on les exécute. Au Burundi, on ne les traite pas différemment. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je vous la restitue. Bonne fin de week-end, on est ensemble, Afrique Média, le monde c'est nous.
Merci à vous. C'est le temps de rappeler aussi à monsieur, je crois, Tangana, qu'il ignore la destination de Edgar Alain Bengo, ex-ministre de la Défense. Il est certainement dans les geôles. Une partie du continent africain est considérée comme le précaré de la France. De ce fait, la présence grandissante de la Russie en Afrique est perçue comme une menace des intérêts français. D'où l'intensification de cette bataille entre la France et la Russie. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.